Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Merci d'être mon invitée ce matin. Vous êtes toujours candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon. Emmanuel Macron a dit non, mais non peut-être que pour l'instant. C'est en tout cas ce que vous continuez à espérer. On va y revenir bien sûr dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble Harmonie Comines. Harmonie Comines, c'est la veuve du gendarme qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer. Elle s'exprimait hier lors de l'hommage à son mari. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Qu'est-ce que vous lui répondez, Lucie Castet? Déjà, évidemment, je souhaite exprimer toutes mes condoléances à cette femme, à toute la famille de l'adjudant Éric Comines. Ils vivent un drame et je pense qu'il faut avoir toute notre solidarité et notre compassion. Évidemment, je pense aussi à tous les policiers, à tous les gendarmes qui font un métier extrêmement difficile au service de tous nos concitoyens. Et donc, il faut penser à leur situation. À mon sens, ce qui est extrêmement important, c'est donner à tous les professionnels de ce secteur-là, qui sont des agents publics qui font un travail remarquable, les moyens de réaliser leur travail et de réaliser leurs fonctions dans des situations satisfaisantes, dans des conditions satisfaisantes. Les moyens, ce sont des effectifs. Ce sont des moyens financiers et budgétaires. C'est extrêmement important. On sait qu'il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas suffisamment de moyens. On sait que beaucoup de personnes, par exemple, regrettent de ne pas avoir de police à proximité, de ne jamais être en relation avec la police. C'est un des axes sur lesquels l'Union de la gauche souhaite travailler. Mais c'est pas là-dessus qu'elle exprime son regret, Harmonie Comines. C'est sur la législation. C'est sur le fait qu'un multirécidiviste qui a effectivement été connu pour violence en 2006, pour outrage en 2009, pour violence en 2010, pour délit de fuite en 2012, pour conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur agent en 2016, rébellion en 2016, violence à nouveau et conduite en état d'ivresse en 2023, soit toujours en liberté. Je comprends évidemment son émotion. Je pense qu'il faut que la justice soit la plus efficace possible dans ce drame. Mais comme dans d'autres situations, je pense qu'il est absolument impératif que la justice ait les moyens de travailler. Or, on sait aujourd'hui que la justice est dans un état qui n'est pas du tout satisfaisant. Les décisions prennent des mois à être rendues. J'ai l'exemple d'une justice aux affaires familiales qui ne peut plus entendre les enfants parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, il n'y a pas suffisamment de magistrats. La justice civile est également totalement dépeuplée parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats. Je pense que plus globalement... Pour vous, c'est toujours une question d'effectifs ou de moyens, pas une question de philosophie ou de laxisme comme le dit la veuve. Alors je pense qu'on ne peut pas réagir. Je pense que les Français aussi attendent ça, attendent de la stabilité et du sang-froid. On ne peut pas légiférer sur la base seulement de faits divers. Je pense qu'il faut regarder à tête reposée l'état de notre législation et faire évoluer ce qui doit l'être, mais on ne peut pas réagir comme ça au coup par coup. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre et la justice manquent de moyens pour faire leur travail de manière satisfaisante. Et par ailleurs, enfin, je pense qu'il est extrêmement important de dire que dans ces drames comme dans les autres, il faut se garder d'opposer la police et la population. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le lien entre les forces de l'ordre et la population. Vous n'auriez pas été dans les manifestations dans lesquelles une partie de la France insoumise était, avec des slogans comme la police tue? Ça n'est absolument pas la question aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les policiers. Pas été moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec des policiers et des gendarmes lorsque je travaillais sur la lutte contre la criminalité financière. J'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils font. Ils le font avec un immense dévouement et un immense professionnalisme. Et donc, je pense que sur ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, il faut être nuancé. Est-ce que ces slogans, et encore une fois, j'y repense parce qu'effectivement, vous dites qu'il ne faut pas opposer la population et la police. C'est vrai que ces manifestations qui avaient eu lieu devant l'Assemblée nationale, à laquelle de nombreux élus, la France insoumise, s'étaient rendus avec ces cris « la police tue », est-ce que ça vous avait mis mal à l'aise à l'époque ? Ce qui m'avait mise mal à l'aise ou ce qui avait créé chez moi de l'effroi et de l'inquiétude, c'est le fait que dans des situations extrêmement tendues, il peut y avoir des moments où il existe effectivement des violences qui sont commises par des agents publics. Ils ont un rôle absolument central, je l'ai dit, je respecte beaucoup leur travail, ils ont un travail qui est très difficile.
Et donc le corollaire de ça, police, c'est de l'exemplarité. Il est absolument nécessaire que les agents publics, quels qu'ils soient, et en particulier ici, puisque c'est l'objet de notre discussion, les forces de l'ordre, soient exemplaires. Et je pense que la plupart d'entre eux le sont. Autre question, la situation régulière du chauffard. Je vous ai fait la liste de tous les délits et des outrages et des violences. Il s'était malgré tout vu octroyer une carte de séjour provisoire en 2022, malgré les 10 condamnations donc à son casier judiciaire. Là-dessus, pour le coup, la loi a évolué. Vous disiez tout à l'heure, on peut pas toujours faire évoluer la loi. La loi a évolué puisqu'il y a eu la loi immigration qui a été votée en janvier dernier, qui stipule que typiquement une personnalité comme celle-là ne se serait pas vue aujourd'hui octroyer ce titre de séjour, puisqu'avec un casier judiciaire tel que celui-là, il n'aurait pas obtenu ces papiers. Est-ce que vous, à Matignon, vous revenez sur cette loi, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites c'est une bonne chose d'avoir mis davantage de fermeté sur l'octroi ou non de ce titre de séjour? Ce qui est certain, c'est qu'à Matignon, nous aurions pour projet de rediscuter de la loi immigration, puisque elle a été adoptée dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Elle ne correspond pas aux idées que nous souhaitons porter, et je ne crois pas qu'elle réponde aux préoccupations des Français. On a un problème d'accueil en France. Être entièrement sur le volet répressif n'est pas, à mon sens, un bon équilibre. Et donc, je souhaiterais travailler en direction de davantage d'équilibre, avec des moyens davantage sur l'accueil des étrangers en France. Vous le savez, le Rassemblement national, à l'issue du vote de cette loi, a parlé d'une victoire idéologique. Évidemment, je ne peux pas soutenir ce texte. Ça veut dire que, pour vous, le fait que Luis Antonio Mendes Vaz, qui était connu pour violence, outrage, délit de fuite, pouvait malgré tout, ça n'est pas pour vous un motif qui lui aurait pu refuser le permis de séjour? Je pense une des grosses difficultés qui est mise en lumière avec ce drame, c'est le fait que la justice n'a pas pu travailler de manière suffisamment... Pour vous, le fait qu'il ait obtenu son permis de séjour, qu'il n'obtiendrait pas encore une fois aujourd'hui depuis cette loi, c'était une bonne chose. Pour moi, le sujet, c'est le fonctionnement de la justice. D'ailleurs, cette dame le dit dans sa grande douleur. Elle dit quand même, je ne parle pas d'étrangers. Tout à fait. Elle parle du fonctionnement de la justice. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Je pense que là, la question, c'est les moyens de la justice, l'efficacité de la justice. Il faut une justice qui rende ses décisions rapidement et qui soit en mesure de travailler sereinement. Mais donc, je reviens sur ma question, cette loi immigration qui fait qu'un casier comme celui-là n'aurait pas permis l'obtention d'un permis de séjour, vous estimez que cette loi doit être mise à la poubelle? Alors, j'ai pas parlé de mise à la poubelle. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faudra retravailler sur cette loi. C'est une loi qui a été saluée intégralement par le Rassemblement national. Je ne peux pas, dans ces conditions, et compte tenu du contenu de cette loi, dire qu'elle me convient. Lucie Castet, est-ce que lundi vous retournez travailler? Alors, je vais mettre fin à mes fonctions à la direction des finances de la ville de Paris. Je pense qu'il n'est pas compatible. Là, j'étais en congé, donc j'ai pris sur mes vacances pour aller à la rencontre des Français, aller à la rencontre des militants, aller à la rencontre des syndicats. Maintenant que les congés s'achèvent, je pense que je vais mettre un terme à mes fonctions à la ville de Paris de directrice des finances. Vous démissionnez donc de votre poste à la mairie de Paris? Je me retire des fonctions. Je me retire de mon poste. Il ne s'agit pas d'une démission puisque je suis agent public, mais oui, je me retire. Vous vous retirez de votre poste, mais vous mettez en congé en quelque sorte de votre poste, puisque vous ne pouvez pas démissionner de la fonction publique. Enfin, vous ne démissionnerez pas. Je ne démissionne pas de la fonction publique. Je suis extrêmement attachée à la fonction publique. Je suis fonctionnaire et j'y accorde une très grande importance. Donc non, je ne démissionne pas de la fonction publique. Je me retire de mon poste. Et vous les mettez modalités, en disponibilité, comme on dit? Les modalités pratiques sont encore en discussion avec mon employeur. Je vous le dirai le moment venu quand ça sera précis. Là, je peux pas encore le dire parce que je ne sais pas exactement quelles sont les modalités. Mais oui, j'envisage de me mettre en disponibilité. Ça veut dire que vous continuez. Ça veut dire que vous estimez que vous êtes toujours candidate pour le poste à Matignon? La question, c'est répondre à l'aspiration des Français. Je pense qu'il y a eu une forte aspiration, et on l'a entendu, un fort espoir qui est né du résultat des élections législatives. Les Français attendent, et en particulier les électeurs de gauche, bien sûr, attendent que l'unité existe. Je pense qu'en réalité, là, en un mois, on a démontré que l'union de la gauche était était une force extrêmement enthousiasmante pour la vie politique française. Je pense que la société civile organisée, les associations, les collectifs, mais aussi les syndicats ont accueilli cela avec beaucoup d'espoir. Et donc, je vais essayer, à mon niveau, de mettre toutes mes forces pour préserver cette union de la gauche. Et pardon, question très pratique, mais puisque vous nous révélez ce matin que vous ne retournerez pas effectivement à votre poste lundi, vous allez gagner votre vie comment? C'est encore à déterminer. Vous allez chercher un autre emploi? Vous allez... Possiblement, oui.
possiblement. Lucie Casset, est-ce que vous êtes toujours la candidate du nouveau Front populaire? C'est-à-dire candidate, oui, continuer l'aventure, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même l'impression que le nouveau Front populaire fait toujours bloc pour votre candidature? Sans aucun doute, le nouveau Front populaire fait bloc. Il fait bloc non seulement pour ma candidature, mais aussi pour défendre la logique institutionnelle qui est celle de notre pays. Moi, j'ai quand même quelques doutes, notamment en écoutant Carole Delga ce matin, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui, quand la journaliste lui parle de vous, répond dans le journal Le Parisien « On va arrêter de se raconter des histoires ». Vous choisissez un extrait. J'ai des contacts réguliers avec Carole Delga. Mais elle évoque d'autres personnalités que vous. Elle évoque d'autres personnalités que vous. Elle évoque notamment Bernard Cazeneuve, dont elle estime que ce serait une des personnalités possiblement qui puisse faire le job. La vraie question sur ce sujet, c'est sur quel mandat et avec quel programme. Le Parti socialiste l'a dit extrêmement clairement. Ils s'opposeront à tout gouvernement qui conduirait à une prolongation de la politique mise en œuvre par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Ça me semble extrêmement clair. Et donc je me sens toujours soutenu par les 4 forces du nouveau Front populaire. Alors là, vous citez le Parti socialiste, et en effet, le nouveau Front populaire est aussi composé de la France insoumise, qui, elle, continue à dire tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Alors la LFI ne dit pas du tout ça, puisque vous l'avez vu vous-même cet été à plusieurs reprises. Alors ça dépend qui on écoute, hein, mais enfin quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot a signé un courrier avec l'ensemble des présidents de groupe au Parlement et les chefs de parti et moi-même à tous les parlementaires pour dire, alors on a signé un courrier aux Français et un courrier aux parlementaires pour dire nous travaillerons avec tous les parlementaires républicains, nous trouverons des accords texte par texte, et donc évidemment nous prenons acte du fait que nous avons une majorité relative et non absolue, et il me semble que ce message est très clair. Manifestement, le président de la République n'a pas voulu l'entendre et a caricaturé le positionnement du nouveau Front populaire. Moi, j'ai eu cet été des contacts avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est qui tout le monde? C'est-à-dire des personnes hors du nouveau Front populaire. J'avais encore un appel avec Charles de Courson hier pour évoquer les questions budgétaires. Charles de Courson, c'est l'IOT, c'est un des groupes centristes. Exactement. J'ai eu des contacts avec des personnalités politiques qui sont plus dans le jeu politique aujourd'hui, mais qui sont quand même influentes et qui sont aussi une source d'inspiration. Par exemple, je pense à Dominique de Villepin, avec qui j'ai échangé plusieurs fois cet été. J'ai eu des contacts avec des députés MoDem. J'ai eu des contacts avec des personnes du bloc central. Ce qui est extrêmement important de dire, c'est que eux, ils sont prêts à discuter sur le fond. Et donc, on a caricaturé. Est-ce que vous avez eu un engagement d'eux et est-ce que vos discussions avec eux vous ont laissé entendre que vous auriez pu constituer une véritable majorité? Oui. 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 Vous l'aviez. On est capable de travailler, comme je l'ai toujours dit, texte par texte. Le résultat des élections législatives nous donne la légitimité pour être à l'initiative. Et ensuite, il faut laisser la démocratie vivre et le jeu parlementaire se faire. C'est-à-dire, il faut nous laisser aller chercher des accords texte par texte, et nous étions prêts à le faire. Vous n'en arriviez pas au même chiffre, parce que Emmanuel Macron, lui, dit que vous auriez eu immédiatement 350 députés contre vous, c'est-à-dire de quoi voter une motion de censure. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas nous laisser gouverner, il ne veut pas nous laisser faire ce travail parlementaire d'aller convaincre les partenaires à l'Assemblée et au Sénat, qui sont d'autres groupes politiques. Ce qui est extrêmement intéressant là-dessus, on demande beaucoup des comptes au NFP sur eux. Alors, vous seriez censuré immédiatement. Mais quand on regarde les chiffres, si on regarde, imaginons que par miracle, Emmanuel Macron parvienne à souder l'ensemble du bloc central et de droite autour de lui. Il y aurait encore 335 députés contre lui. Et donc, de quelle coalition parle-t-on? De quel équilibre parle-t-on? Et de quelle absence de censure parle-t-on? La réalité, c'est que la logique institutionnelle voudrait que le président désigne un Premier ministre issu du bloc arrivé en tête, et ensuite, il laisse cette première ministre, son gouvernement travailler, ses députés, ses parlementaires travailler pour aller chercher des accords. C'est ça la logique institutionnelle. Et je pense que sur les sujets sur lesquels nous souhaitions travailler en priorité, c'est-à-dire notamment les services publics et le pouvoir d'achat, nous aurions pu trouver des accords, car en réalité, énormément de parlementaires entendent leurs compatriotes, entendent leurs électeurs dire « Oui, moi, mon principal sujet, c'est le logement ou c'est le pouvoir d'achat et je souhaite que vous travailliez dessus. » Le journal L'Express, le magazine L'Express, croit savoir qu'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne vous a pas nommé, surtout pas nommé au début de l'été, c'est parce que l'Assemblée nationale ne se réunissant qu'à partir du 2 octobre, vous auriez eu tout le temps avant une éventuelle censure de pouvoir prendre par décret la hausse du SMIC, la fin de la réforme des retraites. Est-ce que vous soupçonnez que c'est aussi ça la raison pour laquelle il a prétexté les Jeux Olympiques ou une trêve de l'été? Oui, la réalité, c'est que le président de la République a attendu au moins 4 semaines avant de lancer ses consultations. Comment peut-on faire ça et ensuite prôner la stabilité institutionnelle? Il faut laisser la démocratie travailler.
Et la réalité, c'est qu'il ne souhaite pas que le nouveau Fonds populaire puisse mettre en place son programme parce que le programme du nouveau Fonds populaire déplaît à Emmanuel Macron. On a toujours dit qu'on avait totalement dépassé tout le programme, rien que le programme, qu'il fallait faire des compromis et chercher de la négociation. Il a refusé de l'entendre et il nous a figé dans cette position qui n'est pas la réalité. Si Bernard Cazeneuve est nommé, vous le soutiendrez? Il n'y a aucun problème personnel avec Bernard Cazeneuve. C'est quelqu'un que j'estime et que je respecte, qui a été Premier ministre. La question, ça n'est pas une personne, c'est sur quel programme et avec quel mandat. Mais s'il prend une partie du programme du nouveau Front populaire sur les retraites, par exemple, est-ce que vous direz c'est déjà mieux que rien? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un Premier ministre qui serait désigné, qui serait pas le Premier ministre qui a le mandat du nouveau Front populaire, ce serait quel programme il souhaite mettre en œuvre et en quoi il va proposer à nos compatriotes une politique différente, parce que c'est ce qu'ils attendent. Et d'ailleurs, le président de la République l'a reconnu lors de notre entretien, lors de la consultation, il a reconnu que les Français, et pas seulement ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire, attendent un changement de pied politique. Pour répondre à votre question, j'aurais besoin de savoir si le gouvernement que vous mentionnez là serait vraiment en mesure de porter une autre politique. Et or, manifestement, le président de la République ne le souhaite pas. Le président de la République a le droit et légitime à considérer qu'il regrette que nous souhaitions mettre en place une autre politique que celle qu'il a mise en œuvre. Néanmoins, il ne peut pas se servir de ça pour refuser que nous formions un gouvernement. Allez-vous aller à Blois pour les universités d'été du Parti Oui, je vais à Blois pour les universités du Parti socialiste. Et vous considérez qu'au Parti socialiste, il n'y a pas des voix dissonantes? Bien sûr qu'il y a différentes positions au sein du Parti socialiste. C'est sain, ça n'est pas une difficulté. Voilà, c'est la vie d'un parti. Moi, je suis en dehors de ça. Je ne suis pas adhérente au Parti socialiste. J'ai des contacts avec l'ensemble des personnes du Parti socialiste, tous les courants, comme on dit, des contacts extrêmement constructifs. J'irai à Blois avec un état d'esprit, c'est de saluer les militants qui, partout en France, où j'ai été dans toutes les autres universités d'été comprises, ils disent leur joie de voir l'unité de la gauche perdurer. Et c'est ça, moi, mon mandat. Est-ce que vous serez également à la manifestation du 7 septembre? Ça, c'est LFI qui a lancé cet appel à une grande mobilisation le 7 septembre. La CGT, elle dit qu'elle n'ira pas. Les écolos et le Parti communiste ira. Le Parti socialiste n'ira pas. Et Lucie Castet? Je pense qu'il y aura plein de gens du Parti socialiste qui iront. Je pense que beaucoup de représentants de la société civile iront. Alors, moi, personnellement, pas de problème avec l'idée de manifester. Il y a eu des grandes manifestations assez joyeuses pendant les réformes la réforme des retraites. Je n'ai pas de problème de principe avec le fait de manifester. Je pense que si je suis disponible, j'irai à cette manifestation. Je n'ai aucun problème avec les manifestations dès lors qu'elles sont pacifiques. Pas de problème avec, mais c'était pas spontanément votre l'appel à la manifestation. Vous disiez on aurait pu faire d'autres choses. J'ai beaucoup été à des manifestations dans ma vie. Ça fait partie de la vie démocratique. Il y a plein de moyens de se mobiliser. On peut aussi se mobiliser sur les réseaux sociaux. On peut produire des idées de fond. Mon souhait, c'est de me mobiliser personnellement en travaillant sur le fond, en proposant des nouvelles idées, en allant renouer le contact avec les gens sur le terrain. Mais j'ai aucun problème de principe avec les manifestations. Ça fait partie de la vie politique française. Une question encore de fond. François Bayrou, qui était mon invité à ce même micro hier, à la question de savoir s'il était pour ou contre la hausse du SMIC à 1 600 €. Répondait sur, selon lui, une incompatibilité entre deux propositions qui sont portées par le nouveau Front populaire, c'est-à-dire la hausse du SMIC à 1 600 €, mais également le blocage des prix sur les données de première nécessité. Et il prenait l'exemple d'un boulanger, il disait, si vous dites au boulanger qui a 2 salariés qu'il faut qu'il augmente le SMIC à 1 600 €, il va vouloir augmenter le prix du pain. Or, il y a le blocage des prix, donc la seule solution qu'il aura, puisque ses charges n'auront pas baissé, ce sera de mettre la clé sous la porte. Alors vous avez vu que dans le programme du nouveau Front populaire, il y avait écrit l'objectif des 1 600 €, mais il y avait aussi écrit qu'il y aurait des mesures à prendre pour protéger les petites entreprises pour qui l'augmentation du SMIC serait une charge effectivement des compensations. Là-dessus, sur le SMIC, ce qu'on a toujours dit, c'est on se tournera aussi vers les partenaires sociaux, vers les syndicats, pour aider à définir les modalités de cette augmentation. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait repasser par la loi. Donc ça veut dire, Lucie Castet, que vous ne prendriez pas la décision d'augmenter le SMIC à 1 600 €, puisque si vous le faites, il faut que vous le fassiez en même temps qu'une loi qui compense. Mais donc,
On travaillera avec tous ces outils-là. C'est d'ailleurs. Ce ne serait donc pas la première mesure. Vous ne pourriez pas. La première mesure, je l'ai toujours dit, ça sera l'abrogation la suspension de la réforme des retraites via un décret. Puis ensuite, on redonne la main aux partenaires sociaux pour travailler sur les modalités de financement et puis aussi sur des questions qui n'ont pas été suffisamment abordées par la réforme qui est injuste et que tout le monde s'accorde à dire qu'est injuste, y compris nos partenaires de l'UOT et du MoDem. Ils sont tous d'accord pour dire qu'on aurait pu faire les choses autrement, quelle que soit leur opinion politique. Ça, c'est quand même important de le dire. Sur la réforme des retraites, on la suspendrait par décret et ensuite on se retournerait vers les partenaires sociaux. J'y insiste, les partenaires sociaux sont extrêmement preneurs d'échanges qui sont plus importants avec l'exécutif et aussi avec le Parlement. C'est la méthode que nous proposons de mettre en œuvre. Et je précise d'ailleurs que la CGT, à propos de la manifestation du 7 septembre, ne se joint pas à cet appel à la manifestation. Lucie Castet, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Donc je l'ai bien compris, toujours le visage du NFP pour Matignon, même si vous vous apprêtez donc à vous retirer de votre poste de directrice des finances et des achats au sein de la ville de Paris. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.